Il aura fallu 4 ans à Natacha Campouche pour raconter son histoire. L'histoire incroyable d'une petite fille enlevée sur le chemin de l'école à l'âge de 10 ans, disparue et presque oubliée pendant 8 ans, jusqu'à ce jour d'été 2006 où son incroyable réapparition l'a soudainement propulsée à la une de la presse en Autriche et ailleurs. Je me suis rendu compte que lorsque j'avais disparu, les médias avaient beaucoup parlé de moi et que j'ai su ce qui allait se passer parce que tout le monde pensait que j'étais morte. Et finalement, mais non, je vivais encore. 3096 jours, c'est le titre de son livre et c'est le temps précis qu'elle a passé aux mains de cet inconnu adossé à une fourgonnette blanche qu'elle a croisée en allant pour la première fois seule à l'école le 2 mars 1998. À l'instant même où le regard baissé, je m'apprêtais à passer devant cet homme, il m'attrapa par la taille, me souleva et me poussa par la portière ouverte à l'intérieur de la fourgonnette. Ai-je crié ? Je ne le crois pas, et pourtant tout en moi n'était qu'un cri. Les recherches de la police resteront vaines et commence alors pour Natacha une longue nuit, sans lumière autre qu'artificielle, sans air autre que vicié, dans un réduit de 5 mètres carrés, caché sous la maison de son ravisseur, coupé du monde à seulement quelques kilomètres de chez elle. Avec le temps, c'est devenu ma chambre, mon environnement habituel, mais en même temps, c'était une prison, c'était presque comme une cellule en caoutchouc parce que je ne pouvais pas me faire entendre, personne ne pouvait me voir ou m'entendre, je ne pouvais pas sortir. J'étais enfermée dans du béton, hermétiquement cloîtré. Le ravisseur ne cessait de me mettre en garde contre les pièges à feu, les alarmes, les câbles qui lui permettaient de mettre sous tension l'entrée de mon cachot. Un quartier de haute sécurité pour enfants. Que deviendrais-je s'il lui arrivait quelque chose ? Je serais alors enterrée vivante. Entièrement dépendante de Wolfgang Priklopil, Natacha va subir la tyrannie de son ravisseur, mais aussi le terrible paradoxe d'avoir besoin de sa présence pour ne pas mourir de solitude. En principe, il voulait se créer la femme parfaite dans ses yeux, une femme avec beaucoup d'obligations, avec pratiquement pas de droits. Tout ceci était assez choquant pour moi, enfant, de n'avoir pas le choix et de devoir accepter tout ceci. Il m'a affaibli afin de pouvoir réaliser ses visions, afin de réussir à ce que je reste avec lui. Il devait donc m'emprisonner, me ligoter, m'apetisser pour que je reste. Mais malgré les coups, les humiliations et la faim qui la tenaillent, le 23 août 2006, Natacha Campouche parvient enfin à s'échapper. Lorsque j'étais enfant, j'avais décidé d'être indépendante à l'âge de 18 ans. Et lorsque j'étais captive, j'avais décidé que lorsque je serais assez grande, assez forte pour le faire, lorsque la possibilité se présenterait, eh bien, lorsqu'il m'emmènerait dehors, eh bien que là, je m'enfuirais. Le jour même, Wolfgang Priklopil se jette sous un train. Natacha devient une héroïne, parle d'être actrice et fait de la télé, mais refuse d'accabler son ravisseur et devient rapidement trop complexe pour l'opinion publique qui bruisse de rumeurs à son sujet. Aujourd'hui, elle sort un livre censé mettre un point final à cet effroyable destin, mais il reste difficile d'imaginer que Natacha Campouche n'a que 22 ans et encore toute la vie devant elle. Elsa Vigoureux, Michel Schneider, bonsoir. Nous venons de voir un reportage de Céline Joly autour de l'histoire de Natacha Campouche et de la sortie de son livre. Natacha Campouche, 3096 jours chez Jean-Claude Lattès. Autour de la sortie de ce livre et de la réception de ce livre, de l'accueil qui a été fait, des commentaires qu'il a suscités et des commentaires si différents qu'on a fini par se demander qui était réellement Natacha Campouche et que lui était-il arrivé réellement. Alors j'ai souhaité en parler avec vous parce que vous vous êtes exprimé sur le sujet. Vous, Elsa Vigoureux, alors je rappelle que vous êtes l'auteur de l'affaire du gang des barbares, au cœur du mystère Fofana. Vous travaillez au Nouvel Observateur et vous avez écrit un article sur le livre de Natacha Campouche que vous avez appelé « Otage à vie ». Alors, selon vous, comment peut-on aujourd'hui parler du cas de Natacha Campouche? C'est juste une question liminaire avant d'entrer dans le débat. Je pense que c'est très compliqué de parler du cas de Natacha Campouche.
Elle-même, d'ailleurs, se défend de ça. Elle veut pas trop être un cas, mais en même temps, elle est vraiment un cas, puisque Natacha Kampusch a quand même vécu quelque chose d'inimaginable et d'assez inédit. Elle est restée quand même enfermée dans une cave très longtemps, une grosse partie de sa vie et de son enfance et de son adolescence. On sent que c'en est pas fini, si vous voulez, que Natacha Kampusch, c'est très long, c'est infini. On va voir. Vous, Michel Schneider, alors, écrivain, psychanalyste, alors vous avez eu la chance de rencontrer Natacha Kampusch. Alors, vous avez écrit un article que vous avez intitulé « Le ravissement de Natacha » et d'où vous parlez d'un conte de fées. Alors, il faudra nous expliquer ce que vous voulez dire et je vous pose la même question. Comment parler de ce cas? Vous avez opté pour cet angle-là. Oui, moi je ne parlerai pas de cas. J'ai voulu faire un portrait et surtout pas interpréter, essayer de comprendre qui elle était, ce qu'elle avait vécu et comment elle avait survécu. Je me suis laissé traverser par sa personnalité qui est à la fois très forte, très violente, très douce, très fragile, complètement cassée à l'intérieur. En sortant de sa captivité, elle a recommencé à être boulimique et elle est à la fois comme un enfant avide et en même temps comme une femme extrêmement rusée qui a tout compris. Elle a tout compris dans ces 5 mètres carrés où elle a été retenue pendant 3096 jours. Elle a tout compris de la manipulation, de comment il fallait manipuler le manipulateur pour s'en sortir. C'est une fille extrêmement intelligente et ce livre montre qu'elle a eu besoin de donner un sens à cette expérience qui était proprement insensée. Elle a été volée de sa vie, volée de son enfance, volée. Je ne sais pas si elle savait, parce qu'elle le raconte comme si elle savait un peu qu'elle faisait tout ça, mais en fait, ce qui est assez mystérieux et intéressant, c'est qu'on a l'impression que d'instinct, elle l'a compris. Elle sait comment il faut faire, comment il faut s'accrocher. Elle a compris après coup. Comment il faut se préserver. Comment il faut se préserver. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle essaie de passer entre les mots. Oui, c'est ça. Parce qu'elle sait que les mots peuvent faire mal, que les mots peuvent être des coups. Et que les coups peuvent être des mots aussi. Et lui, je ne sais pas si elle sait, justement, parce que vous dites elle sait, mais je ne sais pas si elle sait. Vous croyez qu'elle sait au moment de... Elle a très vite compris. C'est ça le mystère et la magie humaine. Comme lui, il contrôlait absolument tout. Il contrôlait son alimentation, l'éclairage, la boisson, le sommeil, tout. Son corps, ses pensées, son langage. Elle n'a eu quand même, pendant toute cette captivité... Ah bah, elle n'avait que lui. Elle n'avait que lui. Il était sa vie. Il était la vie. Ils avaient une vie pour deux, presque. Et d'ailleurs, quand elle est sortie... elle raconte que quand elle a commencé à comprendre qu'elle pouvait sortir, elle lui a dit, écoute, il y en a un de nous deux qui va y rester, il y en a un de nous deux qui va mourir. Et elle dit, je préfère que ce soit moi. Et si tu me libères, je vais me jeter sous un train. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. C'est que quand elle s'est libérée, parce qu'elle a profité de l'occasion, lui s'est jeté sous un train. Il a eu le dernier mot, c'est lui qui a gagné. Vous avez lu l'article, bien sûr, de Michel Schneider, comme il a lu votre article. Voilà, je vais lire un passage. Vous n'êtes pas dans un manuel de psychiatrie, mais dans un conte de fées. Natacha a vu dans l'homme à la camionnette blanche un prince qui l'enlevait. Elle s'est laissée faire, fascinée par la détresse de cet homme qui avait la mort dans les yeux. Elle a cru qu'elle pouvait le consoler comme une mère. Sa mère ne la consolait pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous avez l'auteur en face de vous. Sa mère, effectivement, ne la consolait pas. Je pense que c'est une approche qu'on peut avoir a posteriori. Je ne suis pas sûre que sur l'instant, elle prenne ce type pour véritablement un prince charmant. Mais c'est une analyse qu'on peut avoir a posteriori et on peut effectivement lire son histoire comme ça. Puisque Natacha Kampusch, elle dit aussi que, et ça elle le dit dans son livre, et ce sont des faits, qu'à l'époque, ça n'allait pas pour elle. Elle rêvait d'une autre vie. Elle en avait assez de la vie qu'elle avait. Et quand elle a rencontré ce type, c'est vrai aussi qu'elle n'a pas résisté. Elle a continué à marcher sur ce trottoir-là. Voyant ce type étrange, elle s'est jetée dans la gueule du loup. Alors moi, je trouvais que dans vos deux approches, il y avait un désir d'enlèvement. Mais désir d'enlèvement au sens que les enfants peuvent avoir de vouloir se faire une nouvelle vie et d'être enlevé par les Romanichels qui passent, comme c'était le cas quand on était enfant. Un désir d'ailleurs, effectivement. D'ailleurs, il paraît que le matin, elle le dit dans son livre, elle dit au revoir à son chat. Elle décide de partir. Elle décide d'aller dans une autre vie. Elle quitte sa vie. Elle quitte sa vie, elle quitte sa mère sur un conflit très violent et elle dit à sa mère, et qu'est-ce qui se passerait, puisque tu ne me parles pas, qu'est-ce qui se passerait si ce soir je ne rentrais pas à la maison? Comme une provocation. Comme une provocation, comme si elle allait fuguer. Et la mère ne lui répond pas. Donc elle est en conflit avec sa mère. Et quand elle passe à 5 minutes de l'école, quand elle passe sur le trottoir et qu'elle voit ce type arrêté au bord de sa camionnette, alors qu'elle est informée par l'école, par les médias, c'est en plein milieu de l'affaire du trou. D'ailleurs, elle y pense. Elle dit qu'elle y pense. Elle y pense. Elle pense qu'elle peut se faire enlever, qu'elle peut se faire violer, donc etc. Elle pourrait éviter. Elle pourrait éviter. Elle pourrait changer de trottoir, comme on lui a conseillé. Le type n'aurait pas bougé. Et même elle pourrait crier. Et elle voit ce type et elle le trouve tellement... c'est pas doux, mais c'est pathétique, douloureux, qu'elle se dit, mais non, ce type ne peut pas me vouloir du mal. Et elle dit,
Elle me dit quand il m'a fait monter dans la camionnette, il m'a pas prise de force, il m'a pris presque, elle dit presque comme une danse. En même temps, c'est un peu une gamine, c'est comme un réconfort. C'est une gamine amorphe aussi, elle va pas bien du tout, parce qu'elle pense aussi ce jour-là, sur le chemin de l'école, qu'elle pourrait très bien mourir. Qu'elle pourrait très bien mourir. Donc, je veux dire, elle se jette, on ne sait pas si elle se jette dans les bras du prince charmant ou de la mort. Voilà, mais voilà, c'est les deux. Il y a un côté prince charmant. Je peux vous poser une question. Est-ce que vous croyez pas que ce que vous venez de raconter sur ce moment où une enfant peut choisir, entre guillemets, d'être enlevée au lieu de fuir, que c'est aussi ces choses-là qui font peur dans l'histoire de Natacha Kampusch aux parents? Non, je crois que la polémique, c'est-à-dire quand elle est sortie de sa cage, les gens se sont solidarisés avec elle, elle a été l'héroïne, la pauvre victime, etc. Et ça s'est renversé à un moment donné quand elle a dit « Oui, cet homme, je l'aimais et j'ai dû l'aimer pour survivre ». Et ça a été insupportable pour l'opinion. Parce que l'opinion, les gens aiment bien que ce soit tranché. Vous avez une innocente, le bien et le mal, quoi. Et vous avez un coupable absolu. Et penser que l'innocente peut aimer le coupable, qu'elle peut penser qu'il est peut-être pas tout à fait coupable, qu'il est peut-être innocent, et qu'elle-même se sent coupable de la mort de cet homme. Elle se sent très coupable. Elle dit « je l'ai tué ». Elle dit « je l'ai tué, cet homme ». Donc, en même temps, c'est un nœud de contradiction parce qu'elle n'aimerait pas non plus qu'on dise qu'elle l'a aimé. Bien sûr. Donc, vraiment... Mais on s'aperçoit aussi qu'il y avait une attente. Parce que dans la réception de ce livre, on voit que les gens sont comme déçus qu'elle n'ait pas osé raconter l'intimité de la relation avec son ravisseur. On le sent. Il y a une chose bouleversante sur la sexualité. Moi, je posais la question, avec beaucoup de délicatesse, parce que c'est des questions atroces. Et elle a dit, je ne parlerai pas de la sexualité. Bon. C'est elle qui, la première fois, s'est mise dans ses bras et l'a pris dans ses bras. Hein. Bon. Et lui a attendu qu'elle ait ses premières règles, qu'elle soit une jeune fille, pour avoir des rapports sexuels avec elle. Avant, il n'abusait pas d'elle. Bon. Et elle dit de la sexualité, elle dit... Elle vous a dit qu'il avait eu des rapports sexuels avec elle? Oui. Non, elle a dit... des rapports sexuels, je n'en parlerai pas, sauf pour dire une chose, c'est que c'est le seul moment où il n'était pas violent. Où il n'était pas violent. Parce qu'il était extraordinairement violent. Il lui donnait des coups de barre de fer, jeter contre le mur, projeter des liquides dans les yeux. C'était un tortionnaire. Mais alors là, quelle est la fonction de ce livre pour vous? C'est-à-dire au-delà... Moi, je crois qu'elle essaye de se... Elle s'échappe, en fait, si vous voulez. Elle échappe à elle-même et je crois qu'elle essaye de se ramasser, de reprendre le contrôle sur elle-même. Mais en fait, ce type est parti en emportant sa vie et elle reste vivante sans sa vie. Et sa vie a été volée, violée... Elle lui est confisquée à jamais, en fait. Je pense qu'elle est, d'une certaine façon, ce qui est horrible chez elle, c'est qu'elle est toujours dans la cave. C'est-à-dire qu'elle n'en sortira jamais complètement. Jamais complètement. Mais le livre fait partie de cette catharsis, de cette espèce de purification de toute l'horreur qu'elle a vécue et de maîtrise aussi, parce qu'elle dit le maître, c'était pas lui. Le maître, au début, c'était lui. Mais au fil des années, c'est moi qui suis devenu son maître. Ouais, elle dit les deux. Le problème, c'est ça, c'est qu'elle est tout et son contraire. Elle est tout et son contraire tout le temps. Mais est-ce qu'on n'est pas le maître quand on écrit l'histoire? C'est-à-dire c'est elle qui réécrit cette histoire. Oui, voilà, c'est ça. C'est une manière à elle d'avoir le dernier mot. Elle reprend les mots. Elle a le dernier mot, même si, comme vous le dites... Mais lui, il a gardé la vie. Il a gardé... C'est comme s'il avait gardé sa vie. Alors, parce qu'il lui a pris comment on peut se projeter? Vous êtes psychanalyste. Est-ce qu'un cas comme... enfin, plutôt... Puisque je ne vais plus utiliser le terme de cas, mais si, moi je trouve que je suis d'accord sur le fait que c'est un cas, puisque on peut pas. Enfin, c'est incroyable, c'est vraiment le cas Natacha Kampusch. C'est un cas de réussir à s'en sortir dans des conditions pareilles. Elle était quand même enfermée dans le noir, une gamine, a pu savoir où elle était, elle avait perdu ses repères et tout. Elle a réussi à survivre à ça. Mais est-ce que c'est pas ça qu'on lui reproche aussi, d'avoir surmonté des épreuves que la plupart ne surmonteraient pas? D'avoir eu besoin de la ruse, de la manipulation, d'une certaine dose de perversion. Pour amener l'homme à devenir moins violent, à lui donner à manger. Elle a composé avec son adversaire. Elle a composé avec son adversaire. Et c'est ça qui l'a rendue très intelligente. Je ne crois pas qu'elle ait réussi à l'apprivoiser. Et elle avait besoin de ça, sinon, attendez, elle serait morte si elle n'avait pas eu toutes les ruses de l'âme humaine que n'importe qui d'entre nous... Peut-être qu'on ne veut pas voir que nous aurions tous fait la même chose qu'elle. C'est-à-dire, oui, que c'est la démarche de la captivité. C'est le rapport que l'on a en captivité si on veut survivre. C'est ça, on meurt. Alors vous qui avez à la fois rencontré Natacha Kampusch ou lu son livre, comment vous voyez, j'allais dire, l'avenir, si on peut parler aussi trivialement, pour Natacha Kampusch? Dans son passé, moi je pense. Oui, je pense que la répétition du passé, du traumatisme sera certainement elle est enfermée dans son durable. Bon, quand on lui demande qu'est-ce qu'elle compte faire, alors là, elle prépare le bac, et elle dit qu'est-ce qu'elle veut faire. Devinez ce qu'elle veut faire comme métier. Elle veut être dans l'humanitaire, elle veut s'occuper des autres, elle veut venir en aide, et c'est peut-être comme ça qu'elle s'en sortira.
mais s'en sortira jamais. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de place pour l'autre en elle, parce qu'elle est tellement multiple. Elle est murée. Je sais pas si... C'est-à-dire que ce qui est terrible, moi j'ai trouvé le plus frappant, c'était son regard. C'est-à-dire qu'elle ne regarde jamais en face. Elle regarde toujours par en dessous, comme les enfants battus ou les animaux battus. C'est-à-dire comme si l'autre allait la frapper. Et puis en plus, elle est dans une contradiction, je pense, par rapport à l'autre. Dans la même contradiction que par rapport à son ravisseur. C'est-à-dire que je pense que les autres, elle les aime bien, elle aimerait les aider, mais je pense qu'elle les déteste aussi, en fait. Et alors, ce qui était horrible, c'était qu'elle est entourée d'une espèce de cabinet de conseils qui l'enferme dans une... Bon, c'est pas la même cage, mais enfin, il gère son image, il l'enferme. Elle est dans une autre prison, une prison médiatique, avec son gourou, son psy, et puis l'équipe qui fait sa communication, qui gère sa parole, comme le geôlier, qui lui dit ce qu'elle doit dire et ce qu'elle ne doit pas dire, qui nous demande de couper au montage l'entretien qu'on fait avec elle. Ah oui. Donc elle n'est pas complètement sortie de ce besoin de dépendance. Ah non, ils sont dans l'obsession du dire contrôle. Une chose un petit peu horrible, est-ce que vous voulez dire qu'elle est entourée de gens qui n'ont aucun intérêt à ce qu'elle guérisse? Est-ce qu'elle reste un cas, peut-être? Est-ce qu'elle reste un cas? Oui, sans doute. Bon, on va essayer quand même de conclure sur une note positive et se dire que Natacha Kampusch peut-être aussi s'affranchira de cet environnement un jour et pourra... Vous n'êtes pas très optimiste, vous? Non, moi j'ai l'impression que c'est sa condition, cette histoire. Donc c'est bizarre, une condition. Elle est otage à vie et ça va rester sa condition. Je ne sais pas comment elle va réussir à retourner les choses. D'autant qu'il y a encore plein de choses qu'elle refuse de dire, qu'elle veut garder à elle. Donc, d'une certaine manière, elle ne peut pas s'en délester. Et ce qu'elle ne peut pas dire, c'est pourquoi, alors qu'elle a eu plusieurs occasions pour s'échapper, elle ne les a pas saisies. Oui. Et elle dit, bon, moi j'ai fait pendant des années le rêve que j'allais passer par-dessus un précipice et atteindre l'autre côté. Et elle dit, je n'ai jamais atteint l'autre côté. Je suis toujours dans le vide. Alors on va rester sur cette parole. Mais son livre est très fort, son livre est très fort. Il est bien écrit. C'est vrai. Natacha Kampusch, 3096 jours, c'est chez Jean-Claude Lattès. Je voulais rappeler, Elsa Vigoureux, votre livre L'affaire du gang des barbares, au cœur du système Fofana, c'est chez Flammarion Enquête. Et Michel Schneider, Marilyn, dernière séance, c'est sorti chez Folio, après avoir eu le prix interallié. Elsa Vigoureux, Michel Schneider, je vous remercie. Merci. Merci.